Le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre fut-il la dernière tentative désespérée de sauver la France d'elle-même, ou le piège le plus diaboliquement orchestré de son histoire? Dans le contrat de mariage, une clause secrète, jamais écrite mais murmurée dans les couloirs du Louvre, condamnait déjà un invité sur 3. Paris, en cet été 1572, n'était pas une ville de fête, c'était une poudrière. Sous les soieries et les parures des noces royales, la gêne cuisait à feu vif. Chaque huguenot venu escorter son roi, le jeune Henri, était un affront vivant pour la population catholique, affamée et travaillée au corps par des prédicateurs apocalyptiques. Ces hérétiques, disait-il, avaient apporté avec eux la colère de Dieu, la sécheresse et la cherté du pain. La veille du mariage, une autre rumeur, plus étrange encore, parcourut les bas-fonds. Tous les bourreaux de la ville et leurs aides avaient mystérieusement disparu des prisons comme réquisitionnés pour une tâche d'une ampleur inédite. Les festivités somptueuses, les bals masqués et les tournois n'étaient qu'un décor de théâtre, une façade fragile cachant un abîme de méfiance. Les rires de la cour ne parvenèrent pas à couvrir le grondement sourd de la colère qui montait des rues pavées, où le moindre regard de travers entre un catholique et un protestant pouvait déclencher une émeute. Chaque jour, l'air se chargeait un peu plus d'électricité. On sentait que la paix, si chèrement négociée, ne tenait qu'à un fil, et ce fil était sur le point de se rompre. Au centre de cette toile d'araignée se tenait l'amiral Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants. Son arrivée à la cour, quelques mois plus tôt, avait été saluée comme le symbole de la réconciliation. Le roi Charles IX, jeune, influençable, semblait fasciné par ce vieux soldat charismatique. Il l'appelait « mon père », une amitié dangereuse qui faisait grincer les dents de la reine-mère, Catherine de Médicis. Elle voyait en Coligny non pas un artisan de la paix, mais un rival qui lui ravissait l'oreille et le cœur de son fils. Pire encore, l'amiral poussait le roi à une guerre contre l'Espagne catholique aux Pays-Bas, une aventure qui, selon Catherine, mènerait le royaume à sa perte. Les rois de ce siècle croyaient régner au nom de Dieu, mais agissaient trop souvent sur l'instigation du diable. Dans l'ombre, d'autres acteurs fourbissaient leurs armes. La maison de Guise, ultra-catholique, haïssait Coligny, qu'elle tenait pour responsable de l'assassinat de François de Guise 10 ans plus tôt. Henri de Guise, jeune, arrogant et assoiffé de vengeance, n'attendait qu'un signe. Les ambassadeurs d'Espagne et le nonce du pape observaient, encourageaient, murmuraient des promesses de soutien. Paris était un échiquier où chaque pièce avançait masquée, prête à sacrifier les autres pour sa propre survie. La question n'était plus de savoir si la violence allait éclater, mais quand et qui en donnerait le premier coup. Le vendredi 22 août, la pièce maîtresse du complot fut mise en place. Alors que l'amiral de Coligny rentrait à pied de sa séance au conseil du roi, un coup de feu éclata depuis la fenêtre d'une maison appartenant aux Guises. Une balle d'arquebuse lui arracha un doigt et lui fracassa le bras gauche. Le tueur, un certain Morvert, surnommé le tueur du roi, s'échappa par les toits. L'attentat manqué fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ce n'était plus une simple tentative de meurtre, c'était une déclaration de guerre. Les gentilshommes protestants, furieux, se rassemblèrent autour du lit de leur chef blessé, criant vengeance. Ils accusèrent ouvertement les Guises, et à travers eux, la famille royale tout entière. Ils firent une erreur fatale, ils menacèrent. Ils promirent que si justice n'était pas rendue, ils se la rendraient eux-mêmes. Leurs menaces résonnèrent jusqu'aux appartements royaux du Louvre, où la peur commença à supplanter l'intrigue. La peur est le plus mauvais des conseillers, mais le plus persuasif. Dans la nuit parisienne, la tension devint palpable, physique. Les catholiques s'armaient, les protestants se barricadaient. Les deux camps se regardaient en chiens de faïence, attendant le premier mouvement. Le piège des noces venait de se refermer, non pas sur les seuls protestants, mais sur la France entière. Les dernières heures de paix s'écoulaient, granuleuses comme le sable d'un sablier macabre. Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été un noble protestant ce soir-là? Auriez-vous fait confiance à la parole du roi, ou auriez-vous fui Paris à la première lueur de danger? Le Louvre, censé être le sanctuaire de la paix, se transformait en cage dorée. Les gardes royaux, sous prétexte de protéger les chefs huguenots, verrouillaient les portes, les isolant du reste de la ville. Catherine de Médicis, le roi Charles IX, son frère le duc d'Anjou, le futur Henri III
et leurs plus proches conseillers se réunirent en un conseil de crise qui allait sceller le destin de milliers d'âmes. La situation était hors de contrôle. Les protestants réclamaient la tête des Guises. Les Guises, eux, menaçaient de soulever Paris si on touchait à un seul de leurs cheveux. La reine-mère se retrouvait face à un dilemme terrible, fruit de ses propres manigances. L'attentat contre Coligny, qu'elle avait probablement approuvé en secret pour se débarrasser d'un rival politique, avait échoué. Et maintenant, la vengeance huguenote menaçait de balayer la monarchie. Il n'y avait plus que deux options sur la table, toutes deux monstrueuses: subir une guerre civile menée par des chefs protestants enragés ou frapper les premiers de manière chirurgicale et définitive. Anéantir la tête du serpent avant qu'il ne morde. Tuer les chefs pour éviter que leurs armées ne se lèvent. Un calcul politique glacial où la vie de quelques dizaines de nobles était pesée contre la stabilité du royaume. Le récit de cette nuit funeste est entré dans la légende, un mélange de faits avérés et de reconstructions dramatiques. On raconte que Charles IX, tiraillé entre sa loyauté envers sa mère et son affection pour Coligny, hésita pendant des heures. Il pleurait, il criait, il refusait de signer l'arrêt de mort de ceux qui étaient venus à Paris sous sa protection. Catherine et ses conseillers, Anjou en tête, auraient alors employé la dernière des armes, la terreur psychologique. Ils lui dépeignirent un complot huguenot imaginaire, affirmant que Coligny et ses lieutenants s'apprêtaient à le renverser, à le tuer, lui et toute sa famille. Ils lui firent montre de sa faiblesse, de son indécision. Ils le poussèrent à bout jusqu'à ce que ses nerfs lâchent. Dans un accès de fureur et de panique, le jeune roi aurait explosé, cédant à la pression avec une phrase qui hantera l'histoire de France. « Eh bien, soit, tuez-les, mais tuez-les tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. » Vrai ou inventé, cette phrase résume parfaitement la logique de l'engrenage. Le massacre, conçu au départ comme une opération ciblée contre une cinquantaine de chefs militaires, venait de recevoir une caution royale pour devenir une extermination générale. L'État venait d'autoriser le meurtre de ses propres sujets. La frontière entre la justice du roi et le crime de masse venait d'être effacée. C'est dans ces moments que l'on découvre que le pouvoir absolu n'est souvent que la somme des peurs les plus profondes de celui qui le détient. La machine de mort était lancée. Les ordres fusèrent dans les couloirs obscurs du Louvre. On fit appel à la garde de la ville, aux mercenaires suisses et surtout aux partisans des Guises, qui n'attendaient que cela. Des listes de proscription préparées de longue date ou dressées à la hâte circulèrent. Noms, adresses, tout était prêt. Le prévôt des marchands reçut l'ordre d'armer les milices bourgeoises et de fermer les portes de la ville. Personne ne devait s'échapper. Le signal fut convenu. Le son du tocsin de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse des Rois, située juste en face du Louvre. Il devait sonner à l'aube vers 3 heures du matin. Ce serait le début de la justice royale. Dans Paris endormi, les tueurs se préparaient. Ils ajustaient leurs cuirasses, aiguisaient leurs dagues. Les chefs du complot, au Louvre, réglaient leurs montres, le cœur battant au rythme de l'horloge qui égrenait les dernières minutes de l'ancienne France. Chacun jouait son rôle dans cette tragédie shakespearienne avant l'heure. Catherine, la stratège qui avait perdu le contrôle de sa propre stratégie. Charles, le roi enfant brisé par une décision trop lourde pour lui. Henri de Guise, l'ange exterminateur qui allait enfin assouvir sa vengeance personnelle sous le couvert de la raison d'État. Pendant ce temps, dans ses appartements, Coligny blessé recevait la visite du chirurgien du roi, Ambroise Paré, une dernière marque d'une sollicitude royale déjà morte et enterrée. Le piège était parfait, la nuit complice et le destin en marche. Dans quelques heures, le sang commencerait à couler dans les rues de la capitale, inaugurant une nouvelle ère de violence et de fanatisme. Peut-on justifier le meurtre d'un seul homme si l'on croit que cela en sauvera des milliers ? La monarchie française a répondu à cette question cette nuit-là. Sa réponse fut un cri d'horreur qui résonne encore. Et si vous étiez le roi, quel choix auriez-vous fait ? Risquer une guerre civile totale en ne faisant rien ou ordonner une exécution ciblée pour décapiter la rébellion ? Exprimez votre dilemme royal dans les commentaires. Le son du tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois déchira la quiétude de la nuit parisienne bien avant l'aube. Le plan initial avait été bousculé. La nervosité, la peur d'une fuite, peut-être même l'impatience des assassins, avaient précipité les événements. La cloche, qui d'ordinaire appelait les fidèles à la prière, sonnait cette fois le glas de la pitié.
C'était le signal. Le premier objectif, le plus symbolique, était la maison de l'amiral de Coligny, rue de Béthisy. Henri de Guise, accompagné de plusieurs centaines d'hommes, dont des gardes suisses du roi, encercla la demeure. La porte fut enfoncée en quelques secondes. Au bruit, Coligny, alité, comprit immédiatement. Il demanda à ses proches de fuir par les toits. Lui, trop faible, resta. Il se tourna vers son pasteur et lui dit « Il y a longtemps que je me suis préparé à la mort ». Il n'y avait ni peur ni panique dans sa voix, seulement la résignation d'un soldat qui a mené son dernier combat. Quand les assassins, menés par un homme de main des Guises nommé Besme, firent irruption dans sa chambre, ils le trouvèrent en robe de nuit, appuyé contre le mur. « N'es-tu pas l'amiral » demanda Besme. « Si, jeune homme, répondit Coligny, mais tu devrais respecter ma vieillesse et mon infirmité. » Pour toute réponse, Besme lui plongea son épée dans le ventre, puis le frappa au visage. Les autres se déchaînèrent sur le corps sans vie. Le meurtre se devait d'être un spectacle, une proclamation. Depuis la cour de l'immeuble, la voix du duc de Guise s'éleva, impatiente. « Besme, as-tu fini ?»« C'est fait, monseigneur, répondit le tueur. Monsieur le chevalier veut le voir, il ne le croira que s'il le voit de ses propres yeux. Jetez-le par la fenêtre. » Le corps de l'amiral, encore chaud, fut soulevé et projeté dans la cour. Henri de Guise s'approcha, essuya le sang du visage avec son mouchoir pour s'assurer de l'identité de sa victime. La vengeance était accomplie. Mais ce n'était que le début, le meurtre de Coligny déchaîna la fureur. C'était le permis de tuer. La troupe se scinda. Une partie se lança à la poursuite des gentilshommes huguenots qui logeaient dans le même quartier. D'autres se dirigèrent vers le Louvre, où le deuxième acte de la tragédie devait se jouer. À l'intérieur du palais royal, l'aristocratie protestante venue pour le mariage était piégée. Réveillés en sursaut par le tumulte, ils furent rassemblés dans la cour principale. Là, les gardes suisses et les soldats du roi les attendirent, l'épée et l'arquebuse à la main. Ce fut une boucherie méthodique. Des hommes qui, la veille encore, trinquaient à la santé du roi, furent massacrés sans autre forme de procès. Le jeune Henri de Navarre et son cousin, le prince de Condé, furent épargnés, mais conduits devant Charles IX qui, le visage blême et le regard halluciné, leur offrit un choix simple, la messe ou la mort. Ils choisirent la messe. Pendant que le sang coulait dans les cours du Louvre, d'autres commandos, menés par les grands seigneurs catholiques, s'activaient dans tout Paris. Ils suivaient les listes. Chaque porte enfoncée révélait une scène d'horreur. Le comte de la Rochefoucauld, un proche du roi qui avait joué aux cartes avec lui jusque tard dans la nuit, fut tiré de son lit et assassiné. Téligny, le gendre de Coligny, fut abattu sur un toit alors qu'il tentait de s'enfuir. Certains tentèrent de résister, vendant chèrement leur peau dans des combats désespérés au milieu des escaliers et des antichambres. D'autres furent tués dans leur sommeil. La scène devint rapidement un charnier. Les corps étaient traînés hors des maisons et jetés dans le fleuve depuis le pont au Change ou le pont Notre-Dame. La cruauté n'avait pas de limite. Le corps de Coligny, après avoir été piétiné par le duc de Guise, fut livré à la populace parisienne. Il fut émasculé, décapité, traîné dans les rues, pendu par les pieds au gibet de Montfaucon, puis finalement brûlé. Cette violence symbolique, cette rage exercée sur un cadavre, montrait que le massacre n'était déjà plus une simple opération politique. Il était devenu un rituel sacrificiel, une explosion de haine purificatrice aux yeux des fanatiques. La nuit, des longs couteaux avaient commencé, transformant la ville lumière en un abattoir à ciel ouvert. L'ordre du roi, si difficile à arracher, avait libéré des forces que plus personne ne pourrait jamais contenir. Le monstre était lâché. Le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois fut bientôt rejoint par les cloches de toutes les autres églises de la ville. Le son se propagea de quartier en quartier, un appel au meurtre qui résonnait dans l'air stagnant de la fin août. Le massacre, jusqu'alors confiné à l'élite protestante, déborda des palais et des hôtels particuliers pour se répandre comme une inondation putride dans les rues de Paris. Ce ne furent de plus seulement les soldats du roi et les partisans des Guises qui tuaient. Ce furent les milices bourgeoises, les artisans, les bateliers, les boutiquiers, les voisins. La haine, si longtemps contenue, explosa avec une sauvagerie inouïe. Armés de piques, de hallebardes, de coutelas de bouchers ou simplement de bâtons et de pierres, des groupes de citoyens catholiques se mirent à chasser l'hérétique,
Comment reconnaissait-on un huguenot à son nom, à sa réputation ou simplement à une dénonciation anonyme? Il suffisait qu'un voisin convoite votre maison ou votre femme pour vous accuser d'hérésie. La religion devint le prétexte à tous les règlements de compte, à tous les pillages, à toutes les barbaries. Une folie collective s'empara de la ville. On tuait au nom de Dieu, mais on pillait au nom du profit. Les maisons des protestants, souvent de riches marchands ou artisans, furent systématiquement mises à sac. On éventrait les matelas à la recherche d'or, on arrachait les bijoux aux cadavres encore chauds. Le fanatisme religieux et la rapacité la plus sordide dansaient une sarabande macabre dans les rues ensanglantées. Paris se transforma en un labyrinthe infernal. Chaque coin de rue pouvait cacher une embuscade, chaque porte cochère une scène de meurtre. Les ponts étaient particulièrement redoutables. Des miliciens y arrêtaient tous les passants, les forçant à réciter un Ave Maria. Le moindre accent, la moindre hésitation signait votre arrêt de mort. Les victimes étaient poignardées et jetées dans la Seine, dont les eaux virèrent au rouge. On raconte que le fleuve charriait tant de cadavres que les pêcheurs ne purent y travailler pendant des semaines. Des enfants furent massacrés sous les yeux de leurs parents, des femmes enceintes éventrées. Aucune pitié n'était accordée, ni à l'âge, ni au sexe. Le mince vernis de civilisation avait craqué, révélant la bête qui sommeille au fond de l'âme humaine. Un orfèvre du nom de Crucé fut l'un des meneurs les plus ailés, se vantant d'avoir égorgé plus de 400 personnes de ses propres mains. Des scènes surréalistes se déroulaient en plein jour. Des enfants jouaient avec les corps mutilés des victimes. Un buisson d'aubépine, dans le cimetière des Innocents, se mit à refleurir miraculeusement en plein mois d'août, ce que la foule interpréta comme un signe de l'approbation divine. Dieu était avec les meurtriers. Le massacre devint un carnaval de la mort, une fête sanglante où les tabous les plus fondamentaux de la société étaient abolis. Où était le roi pendant ce temps? Enfermé au Louvre, Charles IX était devenu le spectateur impuissant du monstre qu'il avait déchaîné. Une légende tenace, probablement fausse mais terriblement révélatrice, veut qu'il ait lui-même tiré à l'arquebuse sur les Huguenots qui tentèrent de fuir de l'autre côté de la Seine depuis une fenêtre du palais. Vrai ou non, ce mythe illustre la chute d'un souverain. Passé du statut de protecteur de son peuple à celui de bourreau. Le pouvoir royal, en tentant de reprendre le contrôle par une purge ciblée, avait en réalité abdiqué toute autorité au profit de la foule. La violence n'était plus chirurgicale, elle était pandémique. Elle dura 3 jours à Paris, 3 jours de tueries, de pillages, de viols. Quand l'ordre de cesser le massacre fut finalement proclamé, il fut à peine entendu. La fureur populaire, une fois allumée, est une bête qui ne s'apaise que lorsqu'elle est repue. Le nombre exact de victimes à Paris reste un sujet de débat, mais les estimations varient entre 2000 et 4000 morts. La ville était un charnier. Les rues étaient jonchées de cadavres, l'air empestait la mort. La capitale du royaume le plus raffiné d'Europe était retournée à la barbarie la plus primitive. L'hystérie de masse avait transformé des pères de famille en monstres. Une question se pose alors, terrible et intime. Dans une telle situation, où la loi n'existe plus et où tuer devient un devoir civique, qui seriez-vous? Un assassin zélé, un héros qui tente de sauver des vies au péril de la sienne, ou un témoin silencieux, paralysé par la peur? Partagez votre choix impossible dans les commentaires. Derrière le chaos sanglant des rues, qui étaient les véritables architectes de la terreur? Le massacre de la Saint-Barthélemy fut-il une explosion spontanée de haine populaire ou le résultat d'un calcul politique froid et méticuleux? La vérité, comme souvent, se situe dans une zone grise, à la jonction sinistre des deux. La décision initiale, prise dans la nuit du 23 août au Louvre, était bien celle d'une exécution politique ciblée, une frappe préventive, pour reprendre la terminologie moderne. L'objectif était de décapiter le parti protestant en éliminant ses chefs militaires, Coligny en tête. C'était un acte de terrorisme d'État, conçu dans la panique, mais exécuté avec une certaine planification. Les listes de proscription, la mobilisation des gardes, la coordination des attaques contre les domiciles des nobles huguenots, tout cela témoigne d'une organisation. Le cerveau de cette opération fut sans conteste le cercle restreint du pouvoir, Catherine de Médicis, le duc d'Anjou et le roi Charles IX lui-même, qu'il ait été consentant ou contraint. Chacun avait ses propres motivations,
un mélange complexe de raisons d'État, d'ambition personnelle et de peur panique. La monarchie a toujours eu deux visages, celui du père protecteur et celui du tyran paranoïaque. Cette nuit-là, le second a dévoré le premier. Le rôle de Catherine de Médicis est central et a fondé sa légende noire. Était-elle la Machiavel en jupon, la reine italienne calculatrice et sans scrupules qui avait planifié le massacre de longue date? C'est peu probable. Son but constant, tout au long de sa régence et de son influence, fut de préserver le pouvoir de ses fils et l'unité d'un royaume qui se déchirait. Le mariage de sa fille Marguerite avec le protestant Henri de Navarre était le couronnement de sa politique de conciliation. L'attentat manqué contre Coligny, qu'elle a probablement cautionné pour éliminer un rival, a fait voler en éclats sa stratégie. Prise au piège, acculée par la menace d'une vengeance huguenote et d'une insurrection catholique menée par les Guises, elle a choisi ce qui lui paraissait être le moindre mal, un coup de force rapide et brutal. Sa décision ne fut pas celle d'une fanatique religieuse, mais celle d'une politicienne cynique et désespérée, prête à tout pour que la couronne reste sur la tête de son fils. Elle a joué avec le feu du fanatisme pensant le contrôler. Elle s'est terriblement trompée. Elle a sous-estimé la profondeur de la haine qui gangrenait le peuple parisien et a ouvert une boîte de Pandore qu'elle ne pourrait jamais refermer. Son calcul censé sauver l'État a failli le détruire. À côté d'elle, les autres acteurs jouaient leur propre partition mortelle. Henri, duc d'Anjou, le fils préféré de Catherine, était un jeune homme ambitieux, intelligent et cruel. Militaire dans l'âme, il était un partisan convaincu de la manière forte et a joué un rôle clé pour convaincre son frère, le roi, de passer à l'acte. Il y voyait une occasion de s'affirmer politiquement et d'éliminer les ennemis de la foi catholique, qu'il détestait sincèrement. Quant à la famille de Guise, elle fut le bras armé du complot. Henri de Guise, en assassinant personnellement Coligny, a assouvi une vendetta familiale tout en se posant en champion de la cause catholique. Pour les Guise, le massacre était une double victoire. Il éliminait leurs ennemis protestants et affaiblissait l'autorité du roi, les rendant plus indispensables que jamais. Et qu'en est-il de Charles IX, le roi martyr de la propagande royale ou le tyran sanguinaire de la légende protestante? Il fut probablement les deux. Un jeune homme fragile, psychologiquement instable, écrasé par la fonction, qui a cédé à une pression insoutenable avant d'assumer, voire de revendiquer, la responsabilité du massacre avec une sorte de fureur bravache. Son fameux « tuez-les tous » est le cri d'une âme brisée qui bascule dans l'horreur pour échapper à l'indécision. Le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Et cette nuit-là, il a révélé des monstres tapis derrière les masques de la majesté. Enfin, il ne faut pas oublier le contexte international. L'Espagne de Philippe II, championne de la contre-réforme catholique, voyait d'un très mauvais œil la politique de conciliation de Catherine et surtout le projet de guerre de Coligny aux Pays-Bas. Il est certain que son ambassadeur à Paris a soufflé sur les braises, promettant le soutien de son maître à une solution radicale. Le Saint-Siège à Rome, bien que probablement non informé du plan précis, militait depuis des années pour une éradication de l'hérésie protestante en France. L'approbation et la joie non dissimulée du pape Grégoire XIII à l'annonce du massacre montrent que l'événement s'inscrivait parfaitement dans la logique d'une chrétienté en guerre contre elle-même. Le massacre ne fut donc pas le fruit d'un seul cerveau, mais la résultante monstrueuse de multiples forces convergentes. La peur d'une reine-mère pour sa dynastie, la faiblesse d'un roi, l'ambition de prince, la haine d'un peuple et le cynisme d'une époque. C'est la rencontre d'une décision politique prise au sommet et d'une fureur populaire venue d'en bas qui a produit une telle catastrophe. L'élite a fourni le prétexte et le signal, le peuple a fourni la main-d'œuvre et la sauvagerie. Un cocktail mortel qui a empoisonné la France pour des décennies. La question demeure, qui est le plus coupable ? Celui qui donne l'ordre, celui qui l'exécute ou celui qui laisse faire en silence? L'onde de choc du massacre parisien ne tarda pas à se propager au reste du royaume. L'incendie allumé dans la capitale allait embraser la province. Dans les jours qui suivirent la Saint-Barthélemy, des messagers royaux partirent du Louvre, porteurs d'ordres contradictoires, qui témoignent de la confusion et du cynisme qui régnaient au sommet de l'État. Le 24 août,
le roi envoya une première dépêche au gouverneur expliquant que les événements parisiens étaient le résultat d'une querelle privée entre les maisons de Guise et de Châtillon, la famille de Coligny, et ordonnant de maintenir la paix. Mais très vite, la version officielle changea. Le 26 août, Charles IX, lors d'un lit de justice au Parlement de Paris, revendiqua la pleine responsabilité du massacre, le présentant comme une action préventive nécessaire pour déjouer un vaste complot huguenot contre la famille royale. Cette justification officielle relayée en province fut interprétée par beaucoup comme un encouragement à suivre l'exemple de Paris. Les mots du roi, censés clore la crise, devinrent un permis de tuer à l'échelle nationale. La France se transforma en une mosaïque tragique où chaque ville, chaque communauté allait devoir faire un choix entre l'humanité et la barbarie. La réaction fut loin d'être uniforme. Dans certaines villes, la nouvelle de Paris déchaîna une fureur meurtrière. À Orléans, à Meaux, à Saumur, les massacres commencèrent dès le 25 août. À Lyon, l'une des plus grandes villes du royaume, la tuerie fut particulièrement atroce. Après plusieurs jours de tension, les Huguenots furent arrêtés et enfermés dans les prisons. Le 31 août, les bourreaux refusant d'exécuter des hommes sans jugement, ce sont les milices et la populace qui forcèrent les portes des prisons et massacrèrent près de 800 personnes dont les corps furent jetés dans le Rhône. Des scènes similaires se produisirent à Rouen, à Troyes, à Bordeaux. Partout, le même scénario se répétait. Les autorités locales, poussées par les prédicateurs les plus fanatiques et la pression de la rue, organisaient ou laissaient faire le massacre. Comme à Paris, le fanatisme religieux se mêlait aux vengeances personnelles et aux pillages. On estime qu'entre 5 000 et 10 000 personnes furent tuées en province, portant le bilan total de la Saint-Barthélemy à près de 13 000 morts en quelques semaines. C'était pour l'époque un massacre d'une ampleur sans précédent. Cependant, toute la France ne céda pas à la folie meurtrière. Dans de nombreuses régions, des gouverneurs, des maires, des évêques firent preuve d'un courage admirable en refusant d'obéir aux ordres implicites de la cour. Le vicomte d'Orthez, gouverneur de Bayonne, aurait répondu au roi par une lettre devenue célèbre. « Sire, j'ai communiqué le commandement de votre majesté à ses fidèles habitants et gens de guerre de la garnison. Je n'y ai trouvé que bons citoyens et braves soldats, mais pas un bourreau. » À Lisieux, l'évêque Jean le Hennuyer protégea les protestants de sa ville en les cachant dans sa propre résidence. À Nantes, à Nîmes, en Provence, les autorités parvinrent à maintenir le calme et à empêcher les massacres. Ces actes de résistance montrent qu'il n'y avait aucune fatalité. Le choix existait. Face à la même situation, certains hommes choisirent de devenir des bourreaux, d'autres des sauveurs. La Saint-Barthélemy est aussi l'histoire de ces justes, de ces individus qui, au péril de leur vie, ont refusé de laisser la haine l'emporter. Leur courage, souvent oublié par la grande histoire, est une lueur d'espoir dans l'une des nuits les plus sombres de France. Les conséquences de cette vague de violence furent catastrophiques pour le royaume. Loin d'anéantir le protestantisme, la Saint-Barthélemy le radicalisa. Les Huguenots qui survécurent, notamment dans le sud de la France, n'avaient de plus aucune confiance dans la parole royale. La guerre reprit avec une intensité renouvelée. C'était la 4e guerre de religion, mais elle était différente des précédentes. Ce n'était plus une lutte pour la reconnaissance d'un culte, c'était une lutte pour la survie. Les protestants s'organisèrent en une sorte de république fédérée, les provinces unies du Midi, un État dans l'État, avec ses propres armées, ses propres impôts, sa propre justice. Le massacre, qui devait restaurer l'autorité royale, avait en réalité provoqué la sécession d'une partie du territoire. La France était plus divisée que jamais. La Saint-Barthélemy n'a pas mis fin aux guerres de religion, elle leur a donné un nouveau souffle, plus désespéré et plus sanglant. Le roi Charles IX, en voulant couper une tête de l'hydre protestante, en avait fait repousser 10, plus fortes et plus déterminées. Le pays s'enfonçait dans un cycle de violence qui allait durer encore plus de 20 ans, jusqu'à l'avènement d'un des survivants de cette nuit maudite, Henri de Navarre. Au cœur de cette tempête, une figure se dresse, à la fois architecte et victime de la catastrophe, Catherine de Médicis. Le massacre, qu'elle avait approuvé comme une nécessité politique, allait la transformer pour la postérité en une créature maléfique, la Reine Noire.
Dans les jours qui suivirent, la cour tenta désespérément de contrôler le récit des événements. La première version, celle d'une simple querelle de clan, fut rapidement abandonnée car elle faisait du roi un simple spectateur, faible et incapable de maintenir l'ordre. La seconde version, celle du complot huguenot déjoué, fut donc adoptée officiellement. Charles IX et sa mère firent tout pour présenter le massacre comme un acte de légitime défense de la monarchie. On organisa des processions de remerciements à Dieu, on frappa des médailles commémoratives. Mais cette propagande grossière ne trompa personne, ni en France, ni en Europe. Aux yeux du monde protestant et d'une partie des catholiques modérés, la famille royale venait de commettre le crime de lèse-majesté ultime, trahir sa propre parole et massacrer des sujets venus sous sa protection. La monarchie des Valois ne se remettrait jamais complètement de cette souillure. Un trône qui repose sur un bain de sang est un trône maudit. C'est à ce moment que naquit la légende noire de Catherine de Médicis. Toute la haine et l'horreur inspirées par le massacre se cristallisèrent sur sa personne. Elle était la cible idéale. C'était une femme dans un monde d'hommes. C'était une Italienne. Et la xénophobie anti-italienne était virulente à l'époque, les accusant d'être des adeptes du poison et de la dissimulation des disciples de Machiavel. On la dépeignit comme une empoisonneuse, une sorcière qui lisait dans les étoiles, une tyranne sans cœur qui avait sacrifié l'honneur de la France à ses ambitions dynastiques. Des milliers de pamphlets et de caricatures circulèrent, la représentant avec des poignards ensanglantés, entourés de démons. Cette image, forgée par la propagande protestante, s'est avérée incroyablement tenace. Elle a traversé les siècles, reprise par des historiens comme Michelet ou des romanciers comme Alexandre Dumas dans La Reine Margot. La réalité historique est bien plus complexe. Catherine n'était ni un monstre sanguinaire ni une sainte. C'était une femme de pouvoir, une survivante, qui a utilisé les armes de son temps, la ruse, le calcul, et quand elle l'a jugé nécessaire, la violence extrême, pour défendre ce qu'elle considérait comme l'héritage de ses enfants. Le massacre fut son plus terrible échec. En voulant sauver le trône, elle l'a couvert d'infamie et a perdu le contrôle de sa propre image. On peut imaginer la tragédie personnelle de cette femme. Mère de 3 rois, qui mourront sans héritier mâle, elle a vu toutes ses manœuvres, toutes ses concessions et toutes ses cruautés se solder par un échec. Elle qui rêvait d'une dynastie valois, forte et respectée, a présidé à son agonie. La Saint-Barthélemy, loin d'apporter la paix, a plongé le royaume dans une guerre encore plus féroce. Son fils, Charles IX, hanté par le souvenir du massacre, est mort moins de 2 ans plus tard, rongé par la maladie et le remords. On raconte que dans ses derniers instants, il criait en proie à des hallucinations. Que de sang autour de moi. Catherine lui survécut 15 ans, luttant sans relâche pour maintenir à flot un navire qui prenait l'eau de toutes parts, voyant son dernier fils, Henri III, incapable de pacifier le royaume. Elle est morte en janvier 1589, quelques mois avant que son fils ne soit lui-même assassiné. Elle est morte sans avoir vu la fin du cauchemar qu'elle avait contribué à créer. Elle a choisi le pouvoir au prix de sa réputation et l'histoire, souvent injuste, ne lui a laissé que la damnation. Elle est devenue l'incarnation de la raison d'État poussée jusqu'au crime. Une leçon terrible sur le fait que la fin, même si elle semble juste, ne justifie jamais des moyens aussi monstrueux. Catherine de Médicis a voulu être la gardienne du royaume. Elle en est devenue la fossoyeuse. Pensez-vous qu'elle fut une monstre calculatrice qui a délibérément planifié le massacre ou une politicienne acculée qui a pris une décision terrible pour sauver la couronne? Donnez votre verdict dans les commentaires. Les nouvelles du massacre de Paris se répandirent en Europe avec la rapidité des incendies de forêt. La réaction du monde fut un miroir grossissant des fractures religieuses et politiques qui déchiraient le continent. La Saint-Barthélemy ne fut pas un simple événement de politique intérieure française. Ce fut un tremblement de terre géopolitique dont les répliques se firent sentir de Madrid à Londres, de Rome à Genève. Dans les capitales catholiques, la nouvelle fut accueillie avec une joie non dissimulée, voire une liesse triomphale. À Madrid, le très pieux et austère roi Philippe II d'Espagne, ennemi juré des protestants et de la France conciliante, aurait, pour la seule fois de sa vie, ri en public en apprenant la nouvelle. Pour lui, c'était une double victoire,
La France se débarrassait de ses hérétiques et renonçait à ses ambitions aux Pays-Bas. Il y voyait la main de Dieu et la justification de sa propre politique intransigeante. Le plus grand cynisme de l'histoire, c'est quand la foi sert de prétexte aux ambitions les plus terrestres. À Rome, la réaction fut encore plus spectaculaire. Le pape Grégoire XIII, une fois les faits confirmés, fit chanter un Te Deum d'action de grâce, illumina la ville pendant 3 nuits et ordonna de frapper une médaille commémorative. Cette médaille, qui existe toujours, représente d'un côté le profil du pape et de l'autre un ange exterminateur frappant de son épée des Huguenots terrassés avec l'inscription Hugonotorum Strages, le massacre des Huguenots. Pour le Saint-Siège, la France avait enfin fait son devoir de fille aînée de l'Église. Si le monde catholique célébrait, le monde protestant, lui, était en état de choc. La nouvelle provoqua une vague d'horreur, d'incrédulité et de fureur. À Genève, la capitale du calvinisme, les réfugiés qui avaient réussi à s'échapper de France arrivèrent, hagards, racontant l'indicible. La ville décréta un jour de jeûne et de prière. En Angleterre, la réaction fut tout aussi forte, mais plus politique. La reine Élisabeth Ier, bien que rivale de la France, avait mené une politique d'équilibre et négociait même un mariage entre elle et le duc d'Anjou, l'un des artisans du massacre. L'annonce de la tuerie fut un coup de tonnerre. Lorsque l'ambassadeur de France se présenta à la cour pour donner la version officielle du complot déjoué, il traversa des salles remplies de courtisans vêtus de noir, qui le regardèrent passer dans un silence de mort. Élisabeth exprima son horreur, mais, pragmatique, ne rompit pas les relations diplomatiques. Elle avait trop besoin de l'alliance française contre l'Espagne. Le massacre devint cependant une arme de propagande formidable pour les puritains anglais qui l'utilisèrent pour prouver la cruauté intrinsèque du papisme et pour exiger une politique plus dure contre les catholiques d'Angleterre. Dans les principautés allemandes protestantes, la colère fut immense. Le massacre enterra pour longtemps l'idée d'une alliance des États protestants avec la France contre l'Espagne. Du jour au lendemain, la France des Valois devint un État paria, une nation synonyme de trahison et de tyrannie sanglante. Au-delà des réactions émotionnelles et diplomatiques, la Saint-Barthélemy provoqua une véritable révolution intellectuelle. Le massacre détruisit l'idée d'un pacte de confiance possible entre un souverain et ses sujets d'une autre foi. Pour les penseurs protestants, le roi de France, en ordonnant le meurtre de ses propres sujets, avait rompu le contrat qui le liait à son peuple. Il n'était plus un roi légitime, mais un tyran. Cette idée fit naître un courant de pensée radical, celui des monarchomaques, littéralement les tueurs de rois. Des juristes et théologiens comme François Hauttmann ou Théodore de Bèze se mirent à développer des théories révolutionnaires sur la souveraineté du peuple et le droit à la résistance, voire au tyrannicide. Si un roi devient un tyran qui viole les lois de Dieu et de la nature, alors le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, a le droit de lui désobéir, de le déposer et même de le tuer. C'est une idée qui fera trembler tous les trônes d'Europe. La Saint-Barthélemy, conçue pour renforcer le pouvoir absolu du roi, a paradoxalement semé les graines des futures révolutions. Elle a montré de manière sanglante les limites de l'obéissance aveugle et a légitimé l'idée que le pouvoir, lorsqu'il devient criminel, perd toute légitimité. La France, elle, allait payer le prix fort de son isolement. Son prestige international était en ruine. Elle qui se voulait l'arbitre de l'Europe était désormais méprisée et crainte. Les ambassadeurs étrangers envoyaient à leur cour des rapports terrifiants décrivant un royaume sombrant dans l'anarchie et la barbarie. Le massacre fut aussi une catastrophe économique. De nombreux protestants, qui comptaient parmi les artisans et les marchands les plus qualifiés et les plus riches du royaume, furent tués ou choisirent l'exil. Ils emportèrent avec eux leurs compétences et leurs capitaux, allant enrichir les nations rivales comme l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Suisse. C'est le début d'une hémorragie de talents qui se poursuivra et s'amplifiera un siècle plus tard avec la révocation de l'édit de Nantes. Le choc de la Saint-Barthélemy fut donc total, diplomatique, économique, intellectuel et moral. L'onde de choc de cette nuit parisienne a redessiné la carte politique et mentale de l'Europe du XVIe siècle.
Elle a creusé un fossé de sang entre catholiques et protestants, a nourri des décennies de guerres et de propagande et a fait de la France un laboratoire tragique où s'expérimentaient les questions les plus fondamentales sur le pouvoir, la tyrannie et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'histoire ne se répète pas, mais elle a une terrible tendance à rimer. Le massacre de la Saint-Barthélemy n'est pas un simple événement historique, clos et poussiéreux. C'est une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé, une cicatrice profonde sur le corps de la nation française. Son influence à long terme sur l'histoire et la conscience du pays fut immense et paradoxale. Le premier paradoxe, et le plus cruel, est que le massacre a totalement échoué à atteindre son objectif principal. Il devait éradiquer le protestantisme et restaurer la paix en un seul coup brutal. Il a fait exactement le contraire. Il a transformé les Huguenots en une minorité irréductible et militarisée et a plongé la France dans les guerres de religion les plus violentes de son histoire, un conflit qui ne s'achèvera qu'en 1598 et qui mettra fin à cette guerre. Henri de Navarre, le jeune marié qui a échappé de justesse à la mort cette nuit-là en abjurant sa foi sous la contrainte. Devenu roi de France sous le nom d'Henri IV, c'est lui qui promulguera l'édit de Nantes, un texte révolutionnaire qui établissait la tolérance religieuse et la coexistence de deux foi au sein d'un même royaume. L'édit de Nantes est la réponse directe, 26 ans plus tard, à la folie de la Saint-Barthélemy. L'histoire est souvent ironique. La tentative d'imposer une seule foi par le sang a finalement abouti à la reconnaissance légale de la diversité religieuse. Au fil des siècles, la mémoire du massacre a été constamment réinterprétée, utilisée comme une arme ou un miroir. Pour la monarchie absolue des Bourbons qui a succédé aux Valois, la Saint-Barthélemy était un souvenir encombrant, la preuve du danger mortel que représentent les divisions religieuses pour l'État. Louis XIV, en révoquant l'édit de Nantes en 1685, agissait en partie sous l'influence de ce traumatisme, persuadé que l'unité du royaume exigeait l'unité de la foi. Il a répété de manière moins sanglante mais tout aussi brutale l'erreur de Charles IX. Plus tard, pendant la Révolution française, le souvenir du massacre fut à nouveau convoqué, mais cette fois par les révolutionnaires. Les Jacobins, pendant la Terreur, ont parfois justifié leur propre massacre en les présentant comme une réponse nécessaire au complot des contre-révolutionnaires, faisant un parallèle direct avec la raison d'État invoquée par Catherine de Médicis. La Saint-Barthélemy est devenue un archétype de la violence politique, un précédent terrible justifiant d'autres massacres au nom du salut public. C'est la preuve qu'un crime d'État, loin de s'effacer, laisse derrière lui des traces toxiques qui peuvent empoisonner l'avenir. L'art et la littérature ont joué un rôle crucial dans la construction de la mémoire de l'événement. Au XIXe siècle, en plein romantisme, des auteurs comme Prosper Mérimée avec sa Chronique du règne de Charles IX ou surtout Alexandre Dumas avec la reine Margot ont transformé le massacre en une formidable épopée de capes et d'épées, pleine de complots, de passions et de trahisons. Le succès immense de ces œuvres a figé pour des générations une image très romanesque mais historiquement discutable des événements. Catherine de Médicis y était la méchante absolue, Charles IX, un fantoche névrosé, et Marguerite de Valois, une héroïne romantique. Cette vision, bien que captivante, a parfois masqué la complexité des enjeux politiques et la dimension véritablement populaire et fanatique du massacre. Elle a transformé une tragédie collective en un drame de cour. Pourtant, ces récits ont permis de maintenir vive la mémoire de l'événement et de graver dans la conscience populaire son horreur fondamentale. Ils ont fait de la Saint-Barthélemy non seulement un fait historique, mais aussi un mythe national, un récit fondateur sur les dangers du fanatisme et de l'intolérance. Aujourd'hui encore, la Saint-Barthélemy reste un point de référence, un avertissement. Elle est le symbole de ce qui arrive lorsqu'un État, au lieu d'être l'arbitre des conflits, choisit de devenir le bras armé d'une faction. Elle rappelle avec une brutalité insoutenable que la coexistence pacifique entre des communautés différentes est un acquis fragile, qui peut être balayé en quelques heures par la démagogie politique et la haine religieuse. Chaque fois qu'un discours politique désigne un groupe comme un ennemi intérieur, une menace pour l'identité nationale ou la sécurité de l'État, le spectre de la Saint-Barthélemy refait surface.
C'est le spectre d'une société qui se retourne contre elle-même, d'un État qui assassine ses propres enfants. Cette blessure, cette cicatrice, est peut-être la part la plus sombre, mais aussi la plus nécessaire, de l'héritage français. C'est un rappel constant que la tolérance n'est pas une faiblesse, mais la condition même de la survie de toute société civilisée. La nuit du 24 août 1572 n'est pas terminée. Elle sommeille dans les replis de notre histoire, prête à se réveiller si nous oublions les leçons qu'elle nous a apprises dans le sang. Le spectre de la Saint-Barthélemy hante l'histoire bien au-delà des frontières de la France. Car ce massacre parisien du XVIe siècle n'est pas qu'une simple anecdote macabre d'un passé lointain. C'est un modèle, un prototype terrifiant de la violence de masse moderne. Enlevez les pourpoints de soie et les arquebuses, et que reste-t-il ? Des mécanismes de haine et de destruction d'une efficacité redoutable, qui seront perfectionnés et reproduits à une échelle industrielle au cours des siècles suivants. Le XXe siècle, avec ses purges politiques, ses totalitarismes et ses génocides, n'a fait que reprendre, en les systématisant, les leçons de cette nuit d'été sanglante. La logique est la même. D'abord, la déshumanisation de l'ennemi. Le huguenot du XVIe siècle n'est plus un compatriote, un voisin. Il est l'hérétique, l'autre, celui dont la simple existence souille la communauté. Il est une maladie à éradiquer. Une fois l'ennemi déshumanisé par la propagande des prêcheurs ou des idéologues, le meurtre devient non seulement possible, mais souhaitable. Un acte de purification. Ensuite vient l'implication de l'État. La Saint-Barthélemy est la démonstration magistrale de la façon dont une élite politique peut utiliser et canaliser la haine populaire pour servir ses propres objectifs. La couronne n'a pas seulement autorisé le massacre, elle lui a donné sa légitimité. L'ordre du roi, même ambigu, même arraché sous la contrainte, a transformé des meurtriers en agents de la volonté souveraine. C'est le pouvoir qui dit « tuer, c'est pour le bien de la nation ». Cette fusion entre la fureur d'en bas et le cynisme d'en haut est la signature de toutes les grandes catastrophes du genre. L'État fournit les listes, les armes, le signal. Il offre l'impunité. La foule, elle, fournit le zèle, la cruauté, le nombre. Le pouvoir se décharge de la sale besogne sur ses citoyens qui deviennent à la fois les instruments et les complices du crime. Le mal devient banal, administratif, presque patriotique. Enfin, il y a la participation de la société civile. C'est peut-être l'aspect le plus troublant. Les pires atrocités de la Saint-Barthélemy n'ont pas été commises par des soldats d'élite, mais par des gens ordinaires, des voisins qui tuent leurs voisins. Des artisans qui massacrent leurs concurrents. C'est la preuve effrayante de la facilité avec laquelle les liens sociaux peuvent se désintégrer et se transformer en liens de haine. Quand le meurtre est encouragé par l'autorité et justifié par l'idéologie, un nombre effrayant de personnes se révèlent prêtes à y participer, que ce soit par conviction, par cupidité, par conformisme ou simplement par peur. Le massacre de la Saint-Barthélemy est une leçon sur la fragilité de la morale humaine face à la pression du groupe et à la licence de tuer accordée par le pouvoir. Il n'y a pas de monstres, il n'y a que des hommes et des femmes ordinaires placés dans des circonstances extraordinaires qui révèlent le pire d'eux-mêmes. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est nous quand nous cessons de voir l'humanité dans le visage de l'autre. Ainsi, le massacre de la Saint-Barthélemy n'est pas seulement une page de l'histoire de France, c'est un avertissement universel et intemporel. Il nous montre la séquence mortelle qui mène à la catastrophe, la peur politique qui instrumentalise le fanatisme religieux ou idéologique, la propagande d'État qui désigne un bouc émissaire et la violence populaire qui s'enflamme, incontrôlable. Ce schéma s'est répété encore et encore dans d'autres lieux, à d'autres époques, contre d'autres peuples. Le nom des victimes et des bourreaux change, mais la mécanique de la haine reste la même. L'héritage de cette nuit sanglante n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité. La responsabilité de reconnaître les signes avant-coureurs, de combattre le langage de la haine, de refuser la logique du bouc émissaire, de se souvenir que la plus grande menace pour une civilisation n'est jamais celle qui vient de l'extérieur, mais la barbarie qui sommeille en son propre sein. Oublier la Saint-Barthélemy, ce n'est pas seulement insulter la mémoire des morts, c'est se condamner à revivre le cauchemar.
L'histoire de la Saint-Barthélemy montre avec quelle facilité un État peut transformer ses citoyens en ennemis et donner l'ordre de les exterminer pour un bien supérieur. Aujourd'hui, alors que le monde est à nouveau divisé et que le langage de la haine se fait de plus en plus fort, cette leçon est plus pertinente que jamais. Dites-nous, que considérez-vous comme la plus grande menace? Un ennemi extérieur qui menace vos frontières ou un ennemi intérieur désigné par le pouvoir? Écrivez votre réponse dans les commentaires, votre avis nous est très précieux.